Et j'ai eu beaucoup de critiques au début de mecs qui me disaient ouais, t'es gay ou je ne sais quoi parce que genre j'avais une approche différente d'eux. Et c'était très dur à accepter au début. Et Attends, donc genre parce que t'étais vierge jusqu'à 24 ans, il y en a qui te disaient t'es gay. ouais, j'avais ben, encore aujourd'hui, en fait, quand t'es pas dans les codes de la masculinité d'aujourd'hui, les gens te mettent direct dans une case. Et tu peux pas contrôler, tu vois. Moi, si ça tenait qu'à moi, je serais resté vierge jusqu'au mariage. Et quand j'allais chez ma mère, du coup, j'étais vraiment en mode rebeu. Et quand j'allais chez mon père, j'étais en mode renois. Et quand j'allais au lycée, j'étais dans un lycée plutôt catholique, j'étais en mode blanc. Je me sentais nulle part, en fait, à l'aise. Partout où j'allais, on me disait, mais toi, t'es pas comme nous, toi, t'es pas un renois, toi, t'es pas un rebeu, toi, t'es un blanc, limite, on me disait. Tu vois, souvent, il y avait une sorte d'insulte, on me disait, t'es un bounty. Bonjour Nordine. Bonjour Sam, c'est comment? C'est comment, ça veut dire quoi? Ça veut dire ça va, tu vas bien? Ah ouais, tu dis c'est comment Ouais, toi? on dit c'est comment les jeunes d'aujourd'hui? C'est comment? Ah, c'est comment? Ça te dit quoi? C'est quoi les bails, tu vois? Ok, alors attends, bah, je la refais alors dans ce cas. Bonjour Nordine. Salut Sam, c'est comment? Ça dit quoi? On est là, tu connais. Bah ouais, je suis là aussi, tu connais? Nos phrases, elles veulent rien dire, mais elles veulent dire un truc. Rien du tout. Voilà. Bon bref, j'ai un humoriste en face de moi, donc je m'essaie moi aussi à être humoriste, mais ça marche pas du tout. Nordine, le 14 février aura lieu ton nouveau spectacle. Tu vas nous expliquer, est-ce que c'est un spin-off, est-ce que c'est la continuité de l'ancien, du précédent qui s'appelle Violet. Quoi qu'il, ce nouveau spectacle, le 14 février, il s'appelle Dr Love. Exact. Tu vas tout nous raconter, mais dans un premier temps, j'aimerais revenir sur ton précédent spectacle qui s'appelle Violet. Déjà, pourquoi Violet comme ta veste? Est-ce que c'est ta couleur préférée tout simplement? Toujours en purple. En fait, l'histoire de Violet, elle est née il y a 4 ans pendant le confinement. J'étais confiné avec 2 meufs, moi, pour des raisons de santé. Et, et non, en vrai, j'étais là-bas avec 2 filles avec qui je parlais beaucoup. En fait, on voulait se confiner ensemble pour faire autre chose que d'être tout seul. Et en fait, elles étaient à fond dans les délires d'énergie, les pierres, etc. Et un jour, elles m'ont dit, on a trouvé une pierre qui te correspond. Et donc moi, je regarde la pierre, c'était une pierre violette. Et elles m'ont défini la couleur violette, que je ne connaissais pas, parce qu'il paraît que chaque couleur a un sens. Oui. Moi, je ne connaissais pas le sens des couleurs, et elles m'ont expliqué chaque couleur. Et elles m'ont défini le violet. Et en fait, quand j'ai écouté la définition, je me suis dit, il y a un truc qui se rapproche grave de ma personnalité dans la vie de tous les jours. Et ça correspondait aussi à qui j'étais. Il y avait la notion de mélange, du bleu, du rouge. Moi, je suis métisse, arabe et noir. Donc, en fait, avec du temps, j'ai reculé, je me suis dit, il y a un truc à creuser. Si j'arrive à être intelligent dans la façon d'aborder mon spectacle, je peux, à partir d'une couleur, en faire un truc sensé. Et donc de là, j'ai commencé à réfléchir à une DA, un truc. Et je voulais aussi que les gens ils aillent voir un spectacle en ayant une intrigue de c'est quoi violet, tu vois. Et donc du coup, j'ai tout écrit en mode ok, le violet c'est un mélange, moi je suis un mélange, il y a de la douceur, il y a de la spiritualité, il y a du rêve. Et je suis tout ça. Donc c'est ça, violet. Et au final, aujourd'hui, j'en mets tous les jours et les gens le comprennent comme il faut. Dans ton spectacle, justement, Violet, tu abordes, tu te confies sur la perte de ta virginité que tu estimes ou pas tardive parce qu'elle a eu lieu lorsque tu avais 24 ans. Pourquoi tu as souhaité te confier sur un sujet aussi intime? Bah, en fait, je voulais arriver sur scène avec un propos qui était différent. À l'époque, les humoristes, ils parlaient souvent les mecs, ils parlaient du fait qu'ils géraient des meufs, mais ils parlaient pas du fait qu'ils en géraient pas. Et je me disais, ce serait cool d'avoir une approche où tu es honnête avec toi-même et tu es honnête avec le public. Et à cette époque-là, j'étais vraiment vierge, j'avais jamais vu de meuf, j'avais jamais eu de rapport avec qui que ce soit. Donc pour moi, les meufs, c'était un peu comme des bonbons, tu vois, genre, t'as peur d'y aller. Genre, j'avais une approche très douce, tu vois. Et genre, j'étais en mode, il faut que j'arrive avec un texte, un sujet qui va concerner les gens. Et je suis arrivé avec ce sketch de virginité. Et ça avait grave buzzé sur les réseaux très vite parce que les gens avaient entendu une nouvelle façon de voir ça. Et j'ai eu beaucoup de critiques au début de mecs qui me disaient ouais, t'es gay ou je ne sais quoi parce que genre, j'avais une approche différente d'eux. Et c'était très dur à accepter au début. Et au final, c'est le fait d'avoir été dans mon délire qui a fait que ça a pris aujourd'hui. Attends, donc genre parce que tu étais vierge jusqu'à 24 ans, il y en a qui te disaient t'es gay. Ouais, j'avais ben encore aujourd'hui. En fait, quand t'es pas dans les codes de la masculinité d'aujourd'hui, les gens te mettent direct dans une case, tu vois. Si tu gères pas de meuf, t'es gay. Si tu gères beaucoup de meufs, t'es un bâtard. Enfin, Un tu vois. charreau. Alors qu'en fait, t'as des mecs qui gèrent plein de meufs parce qu'ils sont célibataires, donc ils font ce qu'ils veulent. T'en as qui gèrent pas de meufs parce qu'ils ont pas envie. En fait, être célibataire, c'est devenu presque péjoratif, alors qu'en fait, c'est quelque chose de base qu'on est naturellement.
En fait, dans la tête des gens, un mec doit serrer des meufs. C'est ça. Voilà. Et moi, j'étais dans cette, dimension où je me disais, non, j'ai pas envie de gérer de meuf, je suis bien, et si j'en gère une, c'est que c'est une femme que j'aime. Et tant que j'avais pas rencontré l'amour, je voulais pas donner ça à quelqu'un, parce que pour moi, c'est quelque chose de très rare et de très sacré, le sexe, tu vois. Certains diraient que tu as peut-être une sensibilité féminine. Exactement. Et en fait, souvent, les gens, ils confondent sensibilité féminine avec homosexualité. Oui, Alors qu'en fait, pas du tout. ça n'a rien à voir. Tu peux être très, très féminin, très sensible et gérer plein de meufs. Et il y en a même qui gèrent plein de meufs en étant comme ça. C'est juste que le ton que tu abordes et la façon dont tu es avec les gens, bah forcément, ça va donner aux gens envie de se dire bah, il est gay, alors que pas du tout. Ça, tu le prenais comment en tant que mec qui est bien dans son corps, qui est bien dans son genre, qui est bien dans sa sexualité? Je l'ai Le fait tellement- que d'autres disent ah bah tiens, il est gay parce qu'il a pas serré de meuf, tu le prenais comme une insulte? Je l'ai tellement bien pris, ça m'a conditionné. Parce que je me suis dit, en fait, si c'est ça que vous pensez de moi, et que moi je sais que je suis pas ça, c'est que je suis en phase avec moi-même. Si j'avais des doutes, si j'étais pas bien, c'est que j'aurais pas été en phase Oui. et que peut-être que je cache quelque chose qui est lourd à porter, comme l'homosexualité ou je ne sais quoi d'autre chose, tu vois. Mais en fait, le fait de me dire ça me touche pas, c'est que j'étais déjà honnête et il n'y a rien de pire que d'avancer dans la vie et de pas savoir qui tu veux être, tu vois. Moi, j'ai plein de potes qui ont eu du temps qui ont mis du temps à accepter qu'ils étaient gays ou autres parce que bah, ils avaient peur des réactions des gens. Moi, je savais que je ne l'étais pas et je suis très bien aujourd'hui parce que je sais que je suis honnête et surtout, la façon dont j'ai abordé mes sujets à ce moment-là de ma vie, ça a toujours été je suis comme ça et si vous pensez ça, c'est pas grave. Moi, je sais que je suis pas ça. Mais tes potes qui avaient peur, peut-être, ils avaient peut-être peur aussi que le regard de leurs potes change sur De eux. ouf. Parce que entre mecs, tu sais, tu as ce truc, comme tu le dis, de égo masculin, virilité, peut-être masculinité un peu toxique, De ouf. tu vois, où en Et fait, tu as peur de ça. C'est Et horrible. ils avaient raison d'avoir peur ou pas, tes potes? Ils avaient raison d'avoir peur dans le sens où ça les rassurait eux. En fait, ça les rassure de se dire, regarde, lui, il fait ça, donc c'est ça. Et en fait, avec le temps, ils ont capté que non, j'étais juste comme ça naturellement et que j'avais vraiment fait un choix. Et après, ils ont respecté ces choix-là. Ils m'ont dit, putain, en fait, c'est respectable de ouf. T'es resté autant de temps puceau parce que tu voulais le faire avec une meuf que t'aimais. En fait, ils étaient en mode bravo. Mais ça a mis du temps à ce qu'ils comprennent ça, tu vois. Comment tu fais de l'humour avec ce sujet-là? Comment tu fais de l'humour avec ta propre histoire, avec la virginité, alors que tu en as pris des coups par rapport à ça? Je pense que l'humour, c'est ça déjà. C'est l'autodérision, c'est savoir être en phase avec soi-même, tu vois. Moi, je pense que ça m'a appris à être aujourd'hui celui qui je suis et le stand-up. Souvent, on dit il faut aller voir un psy pour savoir quitter. Le stand-up, c'est un peu ma séance de psy, tu vois. Quand je fais des blagues aux gens, c'est surtout je raconte ma vie. Tu vois, quand j'explique sur scène que je suis resté vierge autant de temps, c'est parce que ça m'a pesé à un moment donné. Et le fait d'en parler, ça m'a permis de décomplexer ça et de me dire, ah, en fait, non, c'est un vrai sujet et c'est intéressant. Et il y a plein de gens qui sont concernés. Mhm. Des mecs comme moi qui ont 20, 25, aujourd'hui j'ai 28 ans, mais tu as des mecs qui à cette époque-là, ils étaient vierges et ils le sont encore, et qui n'avaient pas de porte-parole. Tu vois, quelque part, je suis devenu un peu l'ambassadeur des puceaux, tu vois. Mhm. Il y avait plein de gens qui m'envoyaient des messages en me disant merci pour ton discours, ça me permet de me rendre compte que je ne suis pas tout seul. Et il y a beaucoup de mecs qui souffrent de ça, tu vois. Aujourd'hui, on vit dans une ère où les gens sont très toxiques entre eux, et c'est dur d'accepter certains trucs qui te concernent, et en pensant que, vu que les gens te disent c'est ça la vraie façon de faire, tu dois faire comme eux, pas du tout. Mhm. Et c'est dur. Et au final, toi, tu as attendu de rencontrer la bonne, donc tu l'as fait une fois que tu étais en confiance, une fois que tu avais des sentiments. C'était vraiment ça le plus important. Avoir des sentiments, de pouvoir être honnête aussi, de se dire ok, je me sens prêt. Et surtout d'avoir l'impression que je donne pas cet acte-là pour la première fois à une meuf que je connais pas. J'avais vraiment le besoin de me dire, je me réveille le matin, je connais son nom, son prénom, je connais un peu ses intentions. Et ça, c'est des trucs qui ont beaucoup compté dans ça. Après, malheureusement, on n'est pas resté ensemble, alors que moi, dans ma tête, à ce moment-là de ma vie, je me disais, le jour où j'ai un rapport sexuel, c'est la femme de ma vie, tu vois. Derrière, ça s'est pas passé comme prévu, mais c'est des aléas de la vie et tu peux pas contrôler, tu vois. Moi, si ça tenait qu'à moi, je serais resté vierge jusqu'au mariage. Mm. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on vit dans une époque où tu peux pas. Tu as des idées, tu as des rêves, mais souvent, la réalité te ramène au fait que c'est compliqué. Tu te maries pas à l'âge que tu veux. Tu vois, moi, j'ai 28 ans, je pensais que j'allais avoir un chien, un appartement, tout. J'ai rien de tout ça. Enfin, j'habite quelque part, mais j'ai pas ce que je voulais avant. Je voulais avoir une voiture, je l'ai pas. Tu as plein d'autres choses, hein, mais tu pas tout ce que tu veux.
Et donc, Ton nouveau spectacle, il s'appelle Dr Love. Et alors, pour le coup, c'est très original parce que c'est un one-shot. c'est un one-shot. C'est peut-être une sorte de rendez-vous que tu as envie de créer. Si on devait vulgariser le titre, je dirais c'est un coup d'un soir. Bah ouais. Mais en fait, l'idée, en fait, ce spectacle, il est un peu né d'interaction avec le public. Un jour, j'ai un mec qui était au premier rang, qui était triste. Et je le voyais, je voyais qu'il rigolait pas comme tout le monde. Et je lui pose la question, je lui dis, qu'est-ce que t'as? Il me dit, ah, non, je pensais à mon ex. Je lui dis, tu l'aimes encore et tout? Il me dit, ouais, franchement, je crois que je l'aime encore, mais j'ai plus de nouvelles d'elle, tu vois. Je dis, mais pourquoi? Il me dit, je sais pas, on s'est perdu de vue, on s'est un peu écarté parce que ça nous a fait du mal, cette relation. Je dis, mais tu peux pas rester dans des sentiments comme ça. Si tu l'aimes, appelle-la, gros. Et il me dit, je sais pas comment faire. Je dis, passe-moi ton téléphone. Donc moi, je l'appelle en live devant tout le monde. Incroyable. Les gens, ils sont tous chauds et tout. La meuf, elle me répond. Elle pensait que du coup, j'étais le mec en question. Et moi, je lui explique. Je suis Nordine et tout. Elle me connaissait sur les réseaux. Elle me dit, putain, trop cool que tu m'appelles. Et je dis, non, c'est pas moi qui t'appelle. C'est ton ex. Oh, Donc là, elle commence à être en mode, qu'est-ce qui se passe et tout. Et là, je lui explique. Je dis, voilà, je suis avec lui et il vient de me dire que tu lui manquais. J'aimerais bien que vous vous reparliez. Donc ils s'écrivent et tout. Au final, entre eux, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé derrière. Mais ce move-là de aider quelqu'un à revoir son amour ou à trouver l'amour qui lui manque, ça m'a donné une direction de je vais faire ça souvent. oui, parce que concernant ton spectacle Dr Love, tu dis c'est le seul show où tu viens seul et où tu repars en couple. Exactement, c'est un peu l'idée. C'est un peu une sorte de speed dating géant où les gens ils viennent, ils savent. En fait, les catégories déjà dans la salle, ils sont rangées par catégorie amoureuse. Oh, Ça veut dire que premier rang, c'est les charros, princesses, ceux qui veulent à tout prix que je les connecte. Célibataires en galère un peu plus haut, couple un peu plus haut, et tout en haut, c'est les curieux, parce que les gens qui viennent à ce show-là, c'est les mecs qui adorent les potins. mais comment vous faites pour organiser cette salle? Bah, en fait, on a vu avec la billetterie pour qu'ils renomment les catégories. Tu vois, au lieu d'appeler ça carré or, carré je ne sais quoi. Ah, donc c'est eux qui se casifient. Ouais, Ok. c'est eux qui casifient. Donc quand tu prends ton billet, tu peux choisir en fonction de comment tu t'intitules. Donc c'est marrant, déjà les gens ils se posent la question. Il y en a qui ont réservé en se disant attends, je suis un charreau, je suis un célibataire. Si tu sais pas qui tu es déjà, il faut que tu te poses des questions avant d'aller voir le spectacle. Tu vois, donc c'était marrant. Et puis surtout, je voulais qu'il y ait une sorte de truc gaulerie déjà avant le spectacle même, que tu rigoles devant ton écran. Et puis le concept du show, c'est que c'est un show d'interaction, donc c'est full impro. J'ai écrit des textes sur l'amour, sur des types un peu de sujets qu'on a aujourd'hui avec plein de thèmes, tu vois, que ce soit les dates, les sites de rencontres, tout ça. Et après, tout ça, c'est parsemé d'improvisation. Nordine, je pose mon conducteur quelques instants. Vas-y, je suis dans ton spectacle. Je m'offre à toi. Enfin, en termes d'interview. Je vais te dire, oui, j'avoue que c'était un peu chelou dit comme ça. Prends-moi, Nordine. Non, en vrai, ouais, du coup. Bah, je suis spectateur. Ok. Vas-y, comment t'essaies de me connaître? Comment t'essaies de faire de l'interaction avec moi? Je vais parler avec les gens et je vais dire, ça va frérot, comment tu t'appelles? Je m'appelle Sam. Sam, enchanté. T'es venu avec qui, Sam? Bah, je suis venu tout seul. Tout seul, ok, cool. Donc tu cherches l'amour aujourd'hui? Ouais. Enfin, Ok. non, en vrai, je suis en couple depuis 10 ans. Là, donc là, t'es venu curieusement au spectacle. C'est ça. T'as C'est pas pour envie ça- de repartir avec quelqu'un Pas spécialement, non, je compte pas tromper mon mec, non. Ok, très bien, t'es un mec fidèle. Ouais. Ok. Pour toi, la fidélité, c'est quoi? La fidélité, j'y crois pas. Tu crois pas? Mais pourtant, je suis fidèle. Alors, comment tu peux pas croire un truc auquel tu es? Parce que je me dis qu'on est dans une société où on fait plein de trucs, mais Ok. qu'on n'y croit pas. Ok, d'accord. Donc toi, tu te dis, ça n'existe pas, mais je suis fidèle. Ouais, mais est-ce qu'on peut véritablement être fidèle complètement? Tu vois? Est-ce qu'on peut toute une vie ne pas avoir envie de faire quelque chose avec quelqu'un d'autre? Ok. Est-ce qu'on est toute sa vie Et tu bite? vois, là, il a niqué le spectacle. Ah, c'est vrai, je l'ai dit. Tu vois, s'il fait ça dans la salle, là, on l'insulte tous. Ouais, j'en ai pas chez le psy. Va chez le psy, laisse-nous tranquille. Nous, on est là, on vient rigoler. Mais tu vois. J'étais ça- le mauvais client. Non, Là. mais non, tu vois, typiquement, ce que je viens de faire là, c'est un truc que je peux faire. Ok. Je te laisse parler, et puis si je vois que ça casse les couilles, bam, tu vois. Ok. Genre, je te rebondis dessus. Mais en fait, l'idée du show, c'est que je laisse parler tout le monde. Tu Oui. vois, souvent, le spectacle, dans l'humour, c'est un gars qui prend la parole, les gens l'écoutent. C'est ça. Là, on est tous au même niveau. C'est-à-dire, moi, je parle, j'ai des blagues, j'interagis avec vous, mais chacun a une histoire à raconter. Et ça, le Dr Love, il y a chacun qui a une thématique amoureuse qui. En plus, moi, j'ai créé un numéro de Dr Love. J'ai pas le téléphone là, c'est dommage. Et en fait, j'ai reçu des messages de gens qui m'envoient j'ai envie de revoir mon ex, j'ai envie de me séparer, j'ai reçu c'est toi que je veux en parlant à moi. Donc, du coup, il y a plein de trucs et du coup, ces messages-là, je vais les décortiquer en live. Donc j'aurai un écran et je vais projeter les messages, ça va être rigolerie. Ok, donc hyper interactif. Ouais, de ouf. Ok. C'est vraiment le concept. Et toi,
T'es en couple? Moi, c'est compliqué. J'étais en couple longtemps. Après, aujourd'hui, j'ai pris la décision un peu d'avancer dans une vie où, voilà, je trace un peu ma route, tu vois. Mais ouais, j'ai été en couple à un moment donné. Et c'est vrai que c'est compliqué de faire comme si tu étais heureux, alors qu'en vrai, des fois, tu aimerais bien vivre des moments de couple et tout, tu vois. Mais c'est particulier. C'est particulier. Mais qu'est-ce qui est particulier? C'est particulier l'amour, en vrai. Aujourd'hui, tu vois, quand tu es un artiste, en plus, les gens ne se rendent pas compte que tu as beaucoup de choses à faire. Tu es beaucoup amené à être à droite à gauche, tu sais, à faire un taf qui, moi, en fait, quand tu rentres chez toi, tu es encore en train de travailler. Tu vois, tu penses à comment faire la meilleure blague le lendemain. Et du coup, pour une personne qui vit avec toi, il faut qu'elle accepte que son mec, il coupe jamais. Tu vois, et ça, il y a des filles qui ne comprennent pas ça. Ce truc de tu rentres du boulot, c'est bon, tu oublies le taf. Moi, mon taf, c'est toute ma vie. C'est-à-dire, là, je vais sortir de l'interview, je vais être en train de penser à des blagues, je vais être chez moi, je vais penser à des blagues. En fait, je m'arrête jamais de réfléchir. Tu notes dans ton téléphone? Sur mon téléphone, j'ai des notes à foison. Ça s'arrête jamais. Mais c'est pas lourd au Tu bout vois, d'un moment? c'est des heures et des heures de... Nordine, c'est pas lourd au bout d'un moment de devoir toujours être drôle. Quand on est humoriste, on doit être drôle, j'ai l'impression. Moi, je les vois à la télévision, Ouais. et même quand il faut être sérieux, on n'arrive jamais à voir un humoriste sérieux parce que j'ai l'impression qu'il faut toujours être drôle parce que tu es dans ce personnage où tu dois toujours faire rire le public. Est-ce que toi, tu t'es déjà senti enfermé dans ce rôle d'humoriste? Jamais parce que moi, je considère que c'est pas moi qui suis drôle, c'est ma vibe et ma personnalité qui fait que les gens m'aiment bien. Ça veut dire que quand tu viens voir mon show, tu te dis, tu sais que tu vas rigoler, mais tu m'aimes plus que mes blagues. Ça veut dire que j'ai pas besoin de écrire la blague du siècle pour que tu passes un bon moment, tu vois. Alors que beaucoup d'humoristes sont en mode, ouais, il faut que j'écrive the punchline, sinon en fait, j'ai rien qui va intéresser les gens. Moi, je sais que les gens, ils viennent parce qu'ils m'aiment bien, parce que j'ai une bonne tête, parce que je suis cool, parce qu'on voit dans mes interactions sur Insta qu'il y a un délire où tu as envie d'être dans la salle, tu vois. Bien sûr, mais tu vois rarement d'humoristes à la télévision. Je pense à des humoristes très célèbres se confier en mode bah ouais, bah, je vais pas bien en ce moment, ou j'ai fait un burn-out, ou je suis en dépression. Tu as l'impression qu'il y a cette pression de Toujours être toujours gaulerie. devoir faire rire. Bah, en fait, c'est un peu notre mission, mais en même temps, faut pas oublier qu'on est avant tout des êtres humains et qu'on a les mêmes émotions que les gens. C'est juste que aujourd'hui, vu qu'on a le porte-drapeau d'humoriste, on est censé être les mecs qui font gaulerie et rien d'autre, alors que tu peux aussi toucher les gens. Moi, dans mon spectacle, on me dit souvent, c'est drôle et c'est touchant, parce que je suis honnête, je suis sincère, et je pense que c'est ce que les gens aussi aiment, c'est que on aime bien ressentir que le gars est proche de nous, tu vois. Le public d'aujourd'hui, il a changé. Avant, ils étaient vraiment en mode, on va voir un spectacle, on veut se fendre la poire. Aujourd'hui, ils peuvent très bien aller voir un show et tu es assis pendant une heure et tu écoutes un gars qui te raconte des trucs gauleries. Mais à la fin, tu te dis, j'ai un truc qui s'est passé que j'ai pas ressenti dans un autre type de spectacle, tu vois. Les gens aiment bien les émotions. Ils aiment bien surfer entre je vais presque pleurer ou je vais presque rigoler, tu vois. Et ça qui est bien aujourd'hui, c'est que l'époque, elle a changé dans le bon sens. Qu'est-ce qui n'est pas drôle, Nordine, dans le métier d'humoriste, mais qu'on voit pas? Quelles phases du métier ne sont pas drôles, mais qu'on ne voit pas? Ce qui est pas drôle, je pense, c'est tout ce qu'il y a avant que ça marche. Tu vois, les gens pensent que quand tu es humoriste, tu vois, aujourd'hui, ça se passe bien. Pour moi, ça se passe grave bien et c'est parce que j'ai travaillé pendant 10 ans à l'aveugle, sans avoir forcément d'argent, sans avoir forcément de famille près de moi. J'ai quitté ma ville, Bordeaux, pour venir à Paris très vite. Donc, en fait, j'ai sacrifié beaucoup de choses pour, au final, un rendu qui est cool, mais genre, tu savoures tout seul. Tu vois, oui, tu mets bien ta famille de temps en temps, tu fais des voyages avec eux, mais tu es tout seul tout le temps pour profiter de ces moments-là, tu vois. Et je pense que c'est un parti pris que je souhaite à personne. Aujourd'hui, si demain, on m'avait dit, tu gagnes 5 000 euros par mois et tu as ta mif à côté de toi et tout, et à l'inverse, tu gagnes 700 000 euros, c'est pas ce que je gagne aujourd'hui, hein, mais tu gagnes 700 000 euros, mais tu es tout seul toute ta vie, je dirais 5 000 euros tous les jours. Parce que être loin de sa famille, je pense que c'est ce qu'il y a de plus dur aujourd'hui. Être loin de sa famille, de ses proches. On fait un métier qui est très solitaire. Quand tu es humoriste, tu es tout seul sur scène. C'est-à-dire que quand tu flops, tu es tout seul. Quand ça marche, tu es avec plein de gens. Mais quand tu flops, tu es tout seul. Quand tu es dans le dur, il n'y a personne qui va t'appeler pour te dire ouais, c'était comment et, ah, mais viens, on fait ça, on arrange ça. Tu es tout seul. Et l'échec, il est dur. Surtout aujourd'hui, on vit dans une époque où on est sur les réseaux. Ça veut dire que quand tu fais un sketch, tu as l'impact des likes direct. C'est-à-dire quand ça marche, tu vois le nombre de gens qui ont vu. Et quand ça marche pas, tu vois le nombre de gens qui ont vu et qui n'ont pas liké. C'est-à-dire que les réseaux, elles ont changé la façon de consommer l'humour aujourd'hui? Totalement. Mais Totalement. comment? Bah, déjà, moi, ma notoriété, elle est arrivée sur les réseaux. Ça veut dire que c'est TikTok et Instagram qui ont fait que je suis devenu Nordine Ganzo, alors que j'étais déjà humoriste depuis 10 ans.
Donc en fait, c'est Internet qui a décidé pour moi si ça allait marcher. Et aujourd'hui, tu as des mecs dans le même contexte qui sont très très forts et qui n'ont pas forcément eu Internet. Donc du coup, ils sont dans ce truc où ils sont là, ils sont très forts, mais ça ne décolle pas plus. Et c'est frustrant quand tu vois qu'aujourd'hui, le succès, il peut partir de rien. Tu vois, il suffit que tu fasses une vidéo, tu es dans ta chambre et je sais pas, tu fais un truc qui devient une référence, tu deviens une star. Alors qu'en fait, tu voulais pas ça de base, tu vois. Des fois, le buzz, il tombe pas sur les bonnes personnes aussi, tu vois. T'en as qui sont pas prêts, il y en a qui ont pas envie. Donc c'est un tout. Et le plus dur, je pense, dans ce métier, c'est la solitude, en vrai. On est très seul face à nous-mêmes. Tu te sens seul? Très seul, ouais. Je me sens seul dans le sens où, en gros, quand tu prends des décisions, tu as une équipe, mais quand tu fais les choses, tu es tout seul. Si ça floppe, tu es tout seul. On va pas dire c'est le producteur qui s'est foiré ou on va dire c'est Nordine qui a merdé, tu vois. Ah oui, bah tu prends tout Tu sur prends toi. tout. C'est la carrosserie, c'est toi. C'est ça. En fait, c'est positif et négatif. Si ça pète et que c'est bien, c'est trop bien. C'est toi, c'est la star, c'est Nordine. Si par contre ça flop, tu subis un déballage de haine gratuit et c'est dur. Moi, psychologiquement, je suis préparé à ça. T'as Genre, déjà vécu des haines comme ça sur les réseaux sociaux? non, j'ai pas de haters. C'est ça qui est beau. Des fois, je vais sur Twitter pour voir des trucs en mode haters et tout. J'ai pas, grâce à Dieu, j'ai pas de haters. Je pense que c'est surtout parce que je suis quelqu'un qui dégage une bonne vibe. Mais t'as déjà eu des sketchs qui sont moins bien passés que d'autres? Où on t'a dit, mais attends, mais comment tu peux dire ça quand même? En live, j'ai déjà eu des bides, ça fait partie du truc. C'est des moments où tu es sur scène, tu testes des idées, c'est pas marrant. Ça arrive, c'est normal. Mais j'ai jamais eu un sketch gênant au point de se dire ah gros, là, c'est pas marrant, tu vois. T'as déclaré, Nordine, en 2073, ce seront des robots qui feront rire les gens. Bah oui, t'y Ouais, crois vraiment? bah, je pense, ouais. Je pense qu'on va arriver à un stade où bah, déjà avec l'IA, des fois tu peux écrire des sketchs. J'ai jamais essayé, mais tu peux déjà écrire des trucs avec l'IA. Moi, j'allais te demander si toi, t'avais déjà utilisé ChatGPT, par exemple. Jamais, mais je me suis déjà aidé. Enfin, tu vois, j'ai fait une chronique. À l'époque, j'étais à France Inter. J'ai déjà fait une chronique où je me suis demandé, par exemple, je lui ai demandé des infos sur un truc, et lui, il m'a un peu décortiqué, et de là, j'ai pris des éléments, tu vois. Ça m'a Ok. déjà aidé à travailler des trucs. Tu penses qu'il y a des humoristes qui utilisent l'intelligence artificielle ou ChatGPT, c'est celui qu'on connaît le plus aujourd'hui peut-être, pour développer, écrire des sketchs? Je pense que pas encore aujourd'hui, parce qu'on part quand même d'un principe où plus t'es personnel, plus c'est marrant. Mais à terme, quand on aura une surdemande, et là aujourd'hui, tu vois, les gens, ils demandent beaucoup de contenu. Ça veut dire que tu dois poster plein de trucs sur Internet, sur Insta, TikTok, des sketchs, des fois des impros. Donc on va arriver à un moment donné où on n'aura plus la force de nous-mêmes écrire. Donc je pense qu'on va faire appel à ChatGPT et peut-être qu'il va nous écrire pas les blagues, mais il va nous écrire des sujets. Et nous, après de ça, on va se dire, bon, ben là, j'ai trouvé un angle et j'en écris un truc, tu vois. T'as raconté, lors d'une interview pour le média Genside, une histoire folle. Ah oui, Une histoire incroyable qui vaut encore des questions. ouais. Aujourd'hui sur les réseaux Les gens pensent sociaux. que c'est faux et tout. Ouais, alors tu me permets de rappeler les faits Bien sûr. de ce que tu as raconté. Alors un jour, tu commandes le jeu FIFA avec tes amis. En ouvrant le colis quand tu le reçois, vous tombez sur un fusil d'assaut. Ouais. Incroyable. Tu prends l'arme pour l'essayer et ton pote te prend en photo. Vous mettez l'arme sur le bon coin pour la vendre. Exactement. Une personne est intéressée par l'offre. En fait, il s'agit de la police. Exactement. Mais ça, vous allez l'apprendre plus tard. Et quand la police débarque pour récupérer l'arme et vous questionner, elle vous apprend que l'arme était destinée à ton voisin, un fichier S, selon eux. Comment t'expliques cette réaction de dire « Ah, waouh, ok, on a une arme, on l'a pas commandée et on va la vendre sur le bon coin ». Bah, en fait, c'était un truc de ouf parce que on l'a vraiment vécu. J'étais petit, hein, j'avais genre 17, 18 ans. Et on a vraiment vécu ça en mode c'est pas possible. Nous, on n'y croyait pas, on était un peu immature et tout. Et j'étais vraiment avec mon pote et tout. Et l'idée, c'est qu'on voulait juste jouer à la play. Et en fait, on voit qu'il y a un colis qui en fait n'appartenait pas à nous, mais c'était au voisin. Et nous, on a pris le colis en pensant que c'était à nous parce qu'il avait laissé devant la porte. Et on se rend compte qu'en fait, on a un super grand truc et tout. Nous, 18 ans, t'es un peu fougueux, t'es curieux, t'ouvres un peu le truc, tu vois, une sorte de fusil d'assaut et tout. Et en fait, on s'est amusé à faire des photos avec. Et en mode, on voulait la revendre. Et comme je l'ai dit, on a été attrapés par la police et ils sont venus chez nous. Ils nous ont demandé où on avait reçu cette arme. On leur dit qu'on l'a trouvée devant notre appartement. Et de là, on a parlé un peu avec eux. C'était rigolo. Et après, on a fini à jouer à FIFA avec eux. C'est très drôle. Cette scène n'avait aucun sens. Mais au final, ils sont partis avec l'arme. Et nous, on n'a rien eu de spécial. Mais c'est là où tu te dis quand même, Internet, c'est dangereux parce que tu peux acheter les armes à feu sans t'en rendre compte.
Et des fois, il y a des mecs qui sont mal intentionnés près de toi, tu vois. Je pense que c'était notre voisin qui avait un dossier chelou, tu vois. Donc, ouais, c'était un peu chelou. Et tu l'avais mis sur Le Bon Coin? Ouais, on avait fait des photos en mode vraiment premier degré, tu vois, où je posais en plus avec l'arme et tout. Vous l'aviez mis à quel prix? Je sais même plus, frère. Je crois qu'on était tellement teubés on s'était dit on le met à 60 euros en mode. Alors que ça coûte super cher une arme. On l'avait mis à un prix, genre, on s'est dit on va acheter le jeu, on va acheter FIFA, tu vois. Et en fait, très vite, on a été attrapé par la police, tu vois. Grâce à l'annonce du Bon Coin. Ouais, Et c'était rapide tout ça? ça s'est fait dans les 2 jours. Ah ouais, dans les Ouais, 2 jours. Parce que sur les réseaux sociaux, on peut lire PTDR, c'est quoi cette histoire? Il a fait aucun effort, il y a trop d'incohérences. Ou encore, cette histoire, on dirait que c'est ChatGPT qui l'a écrite. Un sacré humoriste celui-là. Oui, et après, c'est quoi la suite de l'histoire? Superman et Batman, ils ont débarqué, ils se sont battus contre le Joker. Non, mais c'est marrant les réactions, mais c'était vraiment vrai. Et j'ai encore j'ai des images du truc avec mon pote. Et l'autre jour, il m'a dit, mais wesh, genre, les gens, ils nous croient pas. Et je dis, frérot, on va pas donner raison aux gens qui disent que t'as tort. Oui, voilà. C'est- Nordine, t'es née d'une maman marocaine-algérienne, Exactement. c'est ça, Ouais. et d'un papa congolais. C'est ça. Comment tu as grandi avec cette richesse culturelle? Je pense que c'est la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie d'être métisse. Être métisse, c'est incroyable parce que tu grandis en ayant la richesse culturelle des deux pays, voire trois, voire quatre. Moi, je suis congolais du côté de mon père, donc j'ai grandi avec ma mère, mais j'ai grandi avec les codes du Congo, l'Afrique noire, le partage, tu peux être 15 dans la même salle et on est tous à l'aise, tu vois. Et l'Afrique du côté de ma mère, Rebeu, c'est une autre Afrique, mais c'est la même quelque part. C'est pas les mêmes codes, mais ça reste la même façon de voir le partage, l'amour entre frères et sœurs, l'amour entre maman et papa. Tu vois, moi, en tant que rebeu, j'aime ma mère comme personne et en tant que Renoir, j'aime mon père comme personne, tu vois. Donc, en tant qu'humain, j'aime mes parents comme personne. Et le plus fort, c'est qu'en fait, quand j'allais chez ma mère, du coup, j'étais vraiment en mode rebeu. Et quand j'allais chez mon père, j'étais en mode Renoir. Et quand j'allais au lycée, j'étais dans un lycée plutôt catholique, j'étais en mode blanc. Donc, du coup, j'avais vraiment plein de facettes de moi qui aujourd'hui font que je suis un caméléon, tu vois. Qu'est-ce que ça veut dire? J'étais en mode blanc, j'étais en mode rebeu, j'étais en mode Renoir. Bah, par exemple, quand j'étais avec mes potes renois, j'avais vraiment des codes de façon de parler, d'attitude, de gestuelle, et que les gens qui me connaissent, ils voient ça. Tu vois, quand tu traînes avec moi, tu captes que je suis pas vraiment le même en fonction des gens avec qui je suis. Mais c'est ça, je m'adapte en fait. Tu vois, tu n'es pas le même quand tu es à l'Élysée ou quand tu es avec tes potes en bas du quartier. Bien sûr, mais Tu est-ce que vois. toi, il a fallu que tu t'adaptes peut-être plus que d'autres parce qu'on te faisait ressentir que Ouais. tu étais métisse, que tu étais ni noir ni arabe peut-être? Vraiment. Genre, j'ai dû m'adapter parce que je me sentais nulle part, en fait, à l'aise. Partout où j'allais, on me disait, mais toi, t'es pas comme nous, toi, t'es pas un Renoir, toi, t'es pas un rebeu, toi, t'es un blanc, limite, on me disait. Tu vois, souvent, il y avait une sorte d'insulte, on me disait, t'es un bounty. C'est Oui, méchant. ça revient souvent Tu pour les vois, personnes métisses. bounty, parce qu'on se dit, ben, en gros, à l'intérieur, t'es blanc, mais tout le reste autour, c'est noir, mais c'est pas vraiment ce que t'es. Bah ouais, mais comment on se construit, comment on grandit avec ce type de réflexion qu'on se prend en pleine face aussi jeune? Ben, en fait, t'apprends que dans la vie, les, les, les gens avec qui tu traînes, c'est jamais les mêmes. Et ça veut dire que tu t'adaptes en fonction des gens avec qui tu es et tu te crées une sorte de carapace, comme si tu étais un super-héros. Et à chaque fois que tu vas dans une pièce, c'est pas les mêmes gens, donc tu mets ce costume-là. Mais c'est peut-être pour ça que tu faisais en sorte de pouvoir être accepté et Bien sûr. par mimétisme, prendre les codes des personnes avec qui tu étais parce qu'on te renvoyait tout le temps dans la tronche que tu n'étais pas assez ceci ou pas assez cela. Tout le temps. Et aujourd'hui, ce qui fait mon succès, et en tout cas ma réussite, c'est que j'ai essayé d'être le plus ouvert dans mon humour. Et genre, que tu sois blanc, noir ou rebeu, tu te sens concerné parce que tu te dis, ce gars-là, c'est la France, c'est le métissage. Et des mecs métis, il y en a plein aujourd'hui, de plus en plus. Et donc, c'est la force que tu dois avoir en tant que métis, c'est de se dire, bah ok, j'ai ça. Bah, au lieu de me rabaisser et de me dire, ils ont raison, je suis qu'un blanc ou je suis qu'un rebeu ou je suis qu'un renois, bah, je suis les trois en même temps. Et c'est ce mélange des trois personnes qui va faire que je suis quelqu'un d'unique et que je pourrais être partout et être à l'aise partout, tu vois. C'est ça ta définition de métisse? Ouais, le métissage, c'est un peu un pouvoir en vrai. Tu vois, je te jure, des fois, je vais dans des endroits où je sais que je suis pas censé être accepté, mais parce que j'ai appris des codes de chaque communauté, bah je me fais adapter, je me fais accepter, tu vois. Ton papa était chrétien, Ouais, ta maman est musulmane, ouais, ton papa s'est converti. ouais.
à l'islam. Exactement. Est-ce qu'il l'a fait par amour? Est-ce qu'il l'a fait par conviction personnelle, par choix sincère, par choix orienté et comment on se positionne en tant qu'enfant avec un parent qui s'est converti? Bah, la question s'est pas posée au début parce que tout le monde était musulman. Et une fois que mes parents sont séparés, mon père, il s'est converti, du coup, il s'est déconverti. Il est redevenu Il est chrétien. redevenu chrétien. Nous, on l'a pas mal vécu parce que j'étais avec ma mère et mon père, il nous a jamais imposé le fait de vouloir être chrétien avec lui. C'est plus quand on se voyait chez lui, on captait qu'on n'avait pas forcément les mêmes rêves, du coup, maintenant. Mais ce fait d'avoir eu cette double religion, entre guillemets, près de moi, ça m'a aussi donné beaucoup de paix dans mon cœur, tu vois. Tu sais, aujourd'hui, les principales guerres, c'est des guerres de religion. C'est des guerres de gens qui pensent que, vu que tu es chrétien, on ne peut pas s'aimer. Et moi, je suis l'exemple parfait de j'ai cohabité avec des gens qui croyaient en l'islam et d'autres qui croyaient en la religion chrétienne. Et pour autant, j'ai jamais eu de guerre entre eux. Ils s'aiment comme, tu vois, deux parents, ils sont séparés et chacun refait sa vie, mais ils ont de l'amour pour nous plus que pour leur religion. Ça fait que pour leurs enfants, ils sont prêts à se dire, bah, ok, on va rester en bon terme, tu vois. Et donc, en fait, toutes ces histoires de, ouais, les chrétiens, les juifs, les musulmans, on peut pas, c'est faux. On peut vivre, cohabiter ensemble, coexister. Il faut juste trouver le juste milieu et se dire qu'en vrai, avant d'être chrétien, musulman, tu es un homme, tu es une femme, tu es ce que tu veux, tu vois, tu es un être humain. Et en fait, quand tu as cette notion-là et que tu as une notion d'humanité, je pense que les guerres, elles sont beaucoup moins faciles à comprendre, tu vois. Si ton papa s'est déconverti au moment du divorce avec ta maman, donc quitte la religion pour laquelle il s'était converti à l'islam pour redevenir chrétien, est-ce que tu penses, hein, je sais que tu n'es pas ton père, mais est-ce que tu penses que c'est parce qu'il s'était converti par amour pour l'union Moi, ou est-ce qu'il l'avait véritablement fait par choix à ce moment-là? mon père, il s'est vraiment converti par amour, mais aussi par choix. Parce que déjà, pour être musulman, il faut faire une confession, tu vois. Il faut se confier auprès d'un imam, il faut avoir la foi, tu vois. Mon père, il a toujours eu la foi, donc il l'a fait vraiment aussi parce qu'il voulait s'intéresser et parce qu'aussi il avait un peu l'obligation pour être avec ma mère, tu vois. Mais il était investi, il mangeait pas de porc, il buvait pas d'alcool, il faisait la prière. Donc il y avait tout un truc qui était mis en place. Puis après, je pense que voilà, tu vois, comme je te disais au début, être en phase avec soi-même, c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie. Tu vois, demain, tu peux dire partout, je suis millionnaire. Si tous les jours, tu regardes ton compte en banque pour vérifier que tu es millionnaire, c'est que tu n'es pas sûr de toi. Tu vois. Donc en fait, c'est pareil. Si tous les jours, tu regardes dans un coin de ta tête, c'est quoi la religion qui m'intéresse, c'est qu'au fond, tu sais que tu n'es pas vraiment le gars que tu penses être. Hmm. Donc du coup, c'est ce truc que mon père s'est posé comme question. Et aujourd'hui, je pense qu'il est très heureux. Et je suis très heureux pour lui. Et je suis très heureux, moi, pour moi aussi, de voir que dans ma MIF, on est tous un peu dans sa religion, mais chacun y croit fort. Et c'est ce qu'il y a de mieux. Et toi, tu te sens plus appartenir à une religion qu'à une autre ou pas du tout? Ouais, ouais, je suis musulman. Je suis musulman, pratiquant. Je suis très croyant. Donc, ça m'a aussi beaucoup conditionné dans ma carrière. Tout ce que je fais sur scène, c'est aussi parce que. Et si ça marche, c'est parce que je crois beaucoup en Dieu. Tu vois, je pense que j'ai vécu des moments durs dans ma vie. Et c'est pile à ces moments-là que, vu que je pratiquais, je me suis rendu compte de la force de Dieu, tu vois. Genre, j'étais en mode, ouais, c'est une dinguerie. Là, pile au moment où j'ai besoin de quelque chose, j'avais quelque chose qui y arrivait, tu vois. Et quand je croyais que c'était fini, vu que je croyais plus que tout, en moi et aussi en Dieu, tu vois, il y avait ce truc de, ok, genre, je pense qu'il peut se passer quelque chose et souvent il se passait quelque chose de positif, tu vois. Derrière chaque échec, il y a une réussite et j'ai toujours cru et encore aujourd'hui. Donc je suis très fier de me dire que ouais, ça existe et franchement, genre, je vois de plus en plus de gens s'intéresser à plein de religions. C'est des choses importantes, tu vois. Je pense que quand tu crois en quelque chose, quand tu es spirituel, ça te conditionne en tant qu'homme et en tant qu'individu pour mieux voir ta vie en vrai. T'as des frères et sœurs, Nordine? Ouais, ouais. Je suis grand frère d'une fratrie de. J'ai trois petits frères, donc, dont deux familles recomposées et une petite sœur, pareil, recomposée. T'as fait une vidéo avec une de tes sœurs? Ouais, ouais. Ma sœur, je la filme souvent, elle est très drôle. Oui, Elle est j'ai vu très ça. drôle. Vous avez partagé une vidéo et ta sœur disait dedans qu'elle pensait que l'extrême gauche, Ouais. c'était des racistes. C'était drôle. C'est Ouais. ça? Bah, Ça a pas mal tourné. c'est typiquement la génération d'aujourd'hui. C'est-à-dire ils ont beaucoup accès à Internet, à des contenus.
mais ils n'ont pas les bonnes informations. Et ça, c'est triste parce qu'aujourd'hui, ces petits jeunes-là, ils sont très vifs. Ça veut dire que si on leur donnait du contenu intelligent, très vite, ils pourraient comprendre c'est quoi telle chose. Et du coup, je pense qu'on aurait d'ici 10 ans des gens, à partir de 20 ans, très capables de prendre les choses en main dans des vrais cas de figure, tu vois. Malheureusement, avec TikTok, on a un peu abruti les gens. Tu vois, on voit des gens qui dansent, on voit des gens qui mangent des gaufres et qui ont... Tu sais, il y a plein de trucs qui se passent et... Il n'y a pas de sens. Il n'y a pas de sens, tu vois. Et du coup, ce fait de non-sens-là, c'est dommage parce qu'on se dit s'il y avait plus de sens sur TikTok, parce que des fois, moi, j'apprends des trucs sur TikTok. J'apprends Aussi, bien et sûr. du coup, s'il y en avait plus de contenu qui apprend aux gens, bah forcément, on aurait une génération qui arrive qui serait douée. Tu penses que c'est sur TikTok qu'elle a eu cette désinformation? Ouais, parce qu'elle n'a pas Instagram, elle n'a pas Snap. Elle a 12 ans, donc elle n'a aucun intérêt à être là-bas. Je sais que TikTok, pour les jeunes, ça peut être cool quand tu es petite, tu vois des trucs à faire. S'il y a beaucoup de tutos cuisine, des tutos même make-up, entre guillemets. Ouais, mais où est-ce que ça finit par t'amener? C'est ça, tu vois. Et ma sœur, elle est très mature, donc elle a pris ce recul pour pas faire n'importe quoi. Et puis moi, je suis derrière pour mettre des petits coups de pression, hein. Mais c'est vrai que cette génération-là, ils ont un peu perdu la notion de intelligence de contenu, tu vois. Et c'est dommage, mais je pense qu'après, c'est à nous de les aider à trier les bons trucs. Ouais, certains disent que TikTok rend les jeunes créatifs. Je pense que ça les rend créatifs, moi le premier. Moi, je fais partie de cette génération entre deux qui est arrivée avec Insta et qui a découvert TikTok, parce que c'est arrivé il y a 3-4 ans, 5 ans même. Donc, du coup, j'ai appris que mon contenu, il pourrait me rendre différent, il pourrait m'authentifier et surtout me permettre de développer des idées. Dr Love, ça vient de TikTok. Et j'ai vu la force aussi du contenu comme ça, parce qu'il y a un truc qui a marché, je pense, plus que mes blagues, c'est que c'était un spectacle qui réunissait. C'est-à-dire que souvent, les gens sur les réseaux, ils aiment les potins. Les gens, ils adorent les croustilles, tu vois. Quand tu vois un truc, moi, combien de fois je suis dans le métro, j'ai ma musique forte, j'entends un bruit, je baisse le volume pour entendre ce qui se passe. Parce que je veux savoir, tu vois. Et TikTok, c'est ça, tu vois une vidéo d'un mec qui improvise avec une meuf, la meuf, elle dit, j'ai mon mec, ça coupe la vidéo, tu veux la suite, tu vois. Bah oui. Et donc, c'est ce truc-là qui a aussi été fort, c'est que j'ai réussi à créer ce truc de, putain, on veut plus de potins. Ça éveille notre côté commère, en fait. De ouf, on est tous des commères. On est tous des commères. Et je pense que c'est ça qui nous rapproche plus que nos origines, plus que nos religions, c'est les potins. La curiosité. La curiosité. On est tous curieux. Il n'y a pas une personne sur Terre qui n'est pas curieuse. On devrait dire, moi je crois en rien. Si tu crois en rien, tu peux, mais tu es curieux, ça c'est sûr et certain. La curiosité, c'est le commun de tout le monde. Même un chien, il est curieux. Ah bah bien Comment sûr. il va renifler partout Oui. Tu vois, tout le monde est curieux. Est-ce que ta famille sera là, ta sœur, pour t'applaudir le Oui, 14? je pense. En tout cas, mon frère sera là. Après, c'est un spectacle, tu vois, où il y aura des gens qui vont peut-être faire des bisous et tout. Donc, enfin, je dis pas que ça va ken, hein, mais genre en mode. C'est pas Frenchy Shore quand même, Ma le truc. petite sœur, elle va. Je pense qu'elle travaille, elle sera en cours vendredi 14 février. Elle sera en cours, je pense. Nordine, merci pour cette interview. Merci à toi, Sam. Merci pour tes confidences. C'était vraiment un plaisir de papoter avec toi. Ton compte Insta, c'est nordine.ganzo. Ton compte TikTok, c'est Nordine Ganzo. De toute façon, on tape ton nom, on te retrouve partout sur les réseaux sociaux. À suivre de très près. Et je suis persuadé que si ce spectacle, qui est quasi complet au moment où on Là, tourne il cette reste interview, que des dates pour des places pour 19h, mais il reste plus beaucoup de places. voilà, j'espère que tu pourras le jouer dans toute la France. J'aimerais pas. T'aimerais Je veux pas? que ce soit un show qui disparaisse. C'est vrai, t'aimerais pas? Ouais, en fait, pour moi, c'est un moment de vie. Ça veut dire que tu viens, tu vis ce moment et tu auras été un des seuls à le vivre. Et peut-être qu'après, il sera sur une plateforme ou je ne sais pas. Tout dépend de ce que je ressens du show. Mais en tout cas, c'est un moment unique et j'ai pas envie de dire aux gens, il faut venir parce qu'il n'y en aura pas d'autres. Je dis juste qu'il n'y aura pas d'autres. Ok. Tu vois? Ouais, c'est comme un pop-up store. C'est vraiment ça. C'est un pop-up spectacle. Tu as une journée, ouais, exactement, c'est le terme parfait. C'est un pop spectacle, ça veut dire que tu viens, tu vis le moment et après ça disparaît. Merci Nordine. Merci Sam. Merci à vous de nous avoir suivis, de nous avoir regardés. On compte sur vous dans les commentaires de cette vidéo pour réagir aux déclarations de Nordine. Et on J'ai se même pas retrouve pu monter. très bientôt avec une nouvelle personnalité et toujours des confidences en toute intimité. Prenez bien soin de vous. Bye bye.